On revient évidemment sur la traque du meurtrier de la petite Louise, 11 ans. On va aller tout de suite retrouver notre reporter sur place, Marie Gentric. Vous êtes à Épinay-sur-Orge. On va faire un point sur l'enquête. On sait deux choses. L'arme du crime, elle reste introuvable. Et autre point, on vient de l'apprendre, pas de nouvelles fouilles donc prévues à ce stade. Effectivement, on l'a appris il y a quelques minutes. Il n'y a pas de nouvelles fouilles prévues ce lundi. C'est ce qu'a indiqué un proche de l'enquête à BFM TV. Il y avait eu des fouilles hier entre 13h30 et 18h dans ce bois des Templiers. Vous le voyez sur ces images de Simon Pires de Souza. C'est un bois qui fait 35 000 mètres carrés. Ça correspond à 3,5 hectares. Vous pouvez voir ici les fleurs, les bougies que des gens viennent déposer. Là encore, on a vu une dame tout à l'heure qui venait déposer des fleurs pour rendre hommage à Louise et puis aussi pour apporter leur soutien à la famille de la petite Louise, parce qu'on est ici vraiment juste à côté de là où vit la famille de Louise. Alors je vous le disais, les fouilles ont eu lieu hier, d'importants moyens ont été mobilisés, 120 policiers qui étaient déployés, dont certains à cheval. Ils ont utilisé un drone, des détecteurs de métaux, des pelles, des pioches, des lampes torches pour essayer de récolter le maximum d'indices possibles. Mais vous l'avez dit, l'arme du crime n'a pas été retrouvée. L'objectif, c'était aussi de trouver des traces du ou des auteurs qui sont toujours en fuite. Mais pour l'instant, l'arme du crime, je le dis, n'a pas été retrouvée. On ne sait pas vraiment ce que ces recherches ont donné. Et de nouvelles recherches, donc, ne sont pas prévues ce lundi. C'est l'information qu'on a eue il y a quelques minutes. Merci Marie, avec Simon Pires des Souza. J'accueille sur ce plateau Jean-Pierre Colombi. Vous êtes ancien policier de la police judiciaire. Pardonnez-moi. Colombiès, pardonnez-moi. Bienvenue à vous sur ce plateau. Et Alexandra Gonzalez, vous êtes chef adjointe du service police-justice. Un mot déjà sur cette dernière information. Pas de nouvelles fouilles prévues aujourd'hui. Comment l'interpréter? Est-ce que ça veut dire que potentiellement ils ont récupéré tous les indices qu'ils souhaitaient récupérer sur place et donc maintenant ça se passe dans les bureaux? Exactement. Ils estiment qu'à ce stade, ce qui devait être pris en compte l'a été, ce qui devait être ramassé l'a été, fouillé l'a été également, et donc désormais ils vont devoir passer au crible tout ce qu'ils ont pu trouver, et notamment dans les laboratoires, essayer d'identifier des ADN qui pourraient correspondre à des profils susceptibles d'intéresser les enquêteurs, par exemple des personnes qui seraient inscrites au fichier des délinquants sexuels. On va peut-être refaire ensemble, si vous le voulez bien, le trajet, revivre finalement cette journée du vendredi 14h où elle a quitté le collège jusqu'à la découverte de son corps vers 1h du matin le samedi. On va le voir apparaître sur l'écran derrière vous. Est-ce qu'on peut refaire la chronologie des événements, ce qu'on sait? Alors, elle quitte son collège en début d'après-midi. Voilà, on le voit à l'écran, ce trajet. Alors, ce qu'on voit pas sur cette infographie, c'est qu'elle est quand même filmée à un moment donné sur un passage piéton qui est un peu plus haut entre le collège et le domicile. Ça forme comme un petit sommet. Elle est filmée sur ce passage piéton par une caméra de vidéosurveillance et c'est la dernière image que l'on a d'elle. Ensuite, il y a son domicile qui est indiqué, vous le voyez, rue Jean-Bart. Et derrière se trouve le bois. Elle ne devait pas traverser cette forêt pour rentrer chez elle depuis le collège. Donc à ce stade, les enquêteurs doivent essayer de comprendre pourquoi elle se retrouve, pourquoi son corps est retrouvé dans ce bois. Est-ce qu'elle a été tuée à cet endroit-là ou est-ce que son corps a été déposé par la suite? Ça, c'est le travail aujourd'hui des enquêteurs de comprendre, de retracer ce qui a pu se passer. Jean-Pierre Colombiès, je le rappelle, ancien policier de la police judiciaire, vous avez été confronté à beaucoup de cas de figure, beaucoup de meurtres aussi. Oui, enfin pas dans cette configuration précise. Le cauchemar d'un enquêteur dans ce cas particulier, c'est l'absence de lien très probable entre la victime et l'assassin. Lorsque vous avez un lien de parenté, de voisinage, amical, très rapidement vous arrivez à faire un lien qui permet d'orienter les recherches et la ligne d'investigation. Là, le problème auquel on risque d'être confronté, c'est la rencontre avec un prédateur, ce que moi j'appelle un prédateur, qui se trouvait dans le secteur et pour lequel il n'y a pas de lien de connaissance. Pour vous, c'est l'hypothèse la plus probable? C'est une des hypothèses, c'est pas celle que je retiendrai nécessairement là tout de suite devant vous. On n'en sait rien, comme ça vient d'être dit, on est au stade des hypothèses. Il peut y avoir beaucoup de scénarios possibles. Ça peut être un SDF, ça peut être un adolescent, pourquoi pas. Ça peut être un prédateur qui était dans le secteur et qui cherche une victime potentielle. On est
face à une victime qui a 11 ans. Donc nécessairement, ce qu'on imagine tout de suite, c'est un petit gabarit. Hein, donc quelqu'un qu'on peut emporter très facilement, ou impressionner en tout cas. Il y a toujours cet effet de sidération possible qui peut expliquer que l'enfant se retrouve dans un endroit où elle n'a absolument pas de destination à s'y trouver. Donc tout est possible et bien évidemment les enquêteurs là travaillent sur ce type de scénario, d'hypothèse. Donc c'est un travail de fourmi. Il n'y aura peut-être pas le résultat tout de suite. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'on arrive à lui mettre la main très rapidement dessus. Si, comme je le crains, c'est quelqu'un qui agit spontanément sous l'effet d'une pulsion. Donc ça veut dire que peut-être il aura la potentialité de recommencer. Donc c'est un cauchemar réel. Donc c'est une course contre la montre pour retrouver cette personne. Et alors comment on s'y prend? On a vu, on en a parlé, ce très gros dispositif hier, 120 fonctionnaires de police déployés sur ce secteur. Qu'est-ce qu'ils ont récolté? Comment ils travaillent? Et maintenant, visiblement, on passe à l'étape d'après. Racontez-nous là, ce qui est en train de se passer. Là, on a laissé la place à la police scientifique, bien évidemment, pour rechercher toutes les traces et indices sur le corps et autour du corps. Déjà, l'absence parfois même d'éléments est une démonstration pour développer d'autres hypothèses. En l'occurrence, il manque son sac à dos, c'est ça? On n'a pas retrouvé son sac à dos? Alors, je n'ai pas l'information sur les affaires personnelles retrouvées précisément. Je sais, moi, simplement que son corps est retrouvé dans le bois qui se trouve derrière son domicile. Oui, l'arme n'a pas été retrouvée. Bon, là, on peut en conclure que, bien évidemment, hein, c'est de la palissade. Ce que je veux dire, c'est que le tueur l'a conservé avec lui. Mais véritablement, on a plein de points de suspension. Jouer au jeu des hypothèses, c'est multiple, hein, c'est varié. Moi, j'ai une pensée, bien évidemment, pour la famille. Il y a la proximité entre le lieu de découverte et le domicile. C'est un véritable cauchemar, un traumatisme absolu. Pour autant, il y a quand même pas mal d'habitations. Il faut espérer qu'il y ait des témoignages d'avoir vu un individu particulier. On dit un individu ou une femme, qui sait. Donc, tout va être précieux à recueillir dans ce contexte. On va faire confiance aux enquêteurs, bien évidemment. Ils connaissent leur métier, c'est ce qui va se passer. On va faire des enquêtes de voisinage très élargies, de plus en plus, et aller jusqu'au bout de l'exploitation des hypothèses qui vont être révélées. Rien ne sera laissé au hasard. Il y a un traumatisme fort. Il ne faut pas croire, hein, les enquêteurs aussi sont marqués, parce que quand vous êtes confronté à ça, on est tous parents, et on est confronté à la famille, hein, on est face aux explications qu'il va falloir fournir à tout le monde. Enfin, c'est un véritable cauchemar. Et est-ce que plus le temps passe, plus il est difficile de retrouver ce genre d'individu? Bien évidemment, parce que la distanciation entre l'acte et l'individu qui va avoir le temps, s'il est lucide en tout cas, d'éliminer toutes les traces qui le relient à l'acte, pose un problème. Donc oui, il faut l'arrêter le plus rapidement possible. Et la difficulté, c'est si son ADN n'est pas connu. Parce qu'en fait, là, les enquêteurs vont avoir peut-être des ADN qu'ils vont identifier sur le corps de la victime, qui peuvent être des ADN de contact avec des personnes qu'elle a côtoyées dans la journée, ou qui peuvent être des ADN parce qu'il y a eu, par exemple, une défense, et voilà, des ADN parasites, ou des ADN qui sont pertinents et qui appartiennent au meurtrier. Sauf que si ce meurtrier est inconnu aujourd'hui des fichiers, eh bien, ça pourrait rester très longtemps irrésolu, comme c'est le cas pour de nombreux cold cases qui, finalement, des années plus tard, parce que l'ADN correspond d'un seul coup à quelqu'un qui est rentré entre-temps dans les fichiers. Ça, c'est une énorme difficulté, en fait. Si l'ADN n'est pas dans les fichiers, comment on fait vous êtes face à une inconnue. On a vu ce problème. Je travaille sur des violeurs en série, notamment à Marseille. Et là, j'avais des cas très concrets. Ça n'a aucun rapport avec ce qui nous concerne aujourd'hui, mais les deux auteurs des viols en série n'étaient pas connus. Et donc, on avait un ADN, on avait 2 ADN même pour chaque série. On avait parfaitement identifié que les 2 séries de viols n'étaient pas commis par le même individu. Mais on ne savait pas à qui ils appartenaient. Absolument. Et on ne l'a su que lorsqu'on les a arrêtés. Pour le coup, on a remonté le fil d'Ariane à l'envers, en fin de compte. On a pu le remettre sur le dos, pas mal. Enfin, tous les dossiers qu'on avait, nous, en portefeuille, en saisine. Mais oui, si l'auteur n'est pas connu, vous avez un ADN sur les bras. Mais tant mieux, hein, c'est quand même mieux que rien, parce que ça permettra, là encore, d'éliminer les fausses pistes. Que dit l'autopsie? D'ailleurs, une autopsie a été pratiquée sur le corps de Louise. Que sait-on? L'autopsie a montré de nombreuses plaies avec un objet tranchant. Et à ce stade, il n'est pas indiqué si ce sont les causes du décès ou si ces coups ont été portés post-mortem sur cette petite victime. Et le parquet indique également qu'aucune trace de violence sexuelle n'a été relevée pour le moment.
qui rappelle un peu le profil Francis Holm. Ça peut être aussi un cas, une hypothèse. Quand vous dites le profil Francis Holm, qu'est-ce que ça veut dire ? Un tueur qui tue de façon spontanée, sans raison préalable. Francis Holm a parcouru la France comme ça, on l'a suivi, a posteriori. On a identifié ses dossiers, mais au départ, il n'y a pas de cause flagrante entre l'acte, le meurtre et lui. On va aller retrouver Alizée Boissin. Vous êtes devant l'établissement de la petite Alizée. On a appris d'ailleurs, là, il y a quelques... Pardon, j'ai dit la petite Alizée. Oui. Pardon. La petite Louise, évidemment. Merci Jean Garry. On a appris il y a quelques minutes que le dispositif de sécurité aux abords de l'établissement et dans la ville allait rester là le temps qu'on retrouve le meurtrier. C'est bien ça ? Absolument, c'est une réunion qui a eu lieu à l'intérieur du collège avec les associations des parents d'élèves et à la sortie, la représentante de la PEP nous a annoncé que le dispositif policier qui est donc là présent depuis ce matin allait continuer devant le collège aux alentours tant que l'auteur ou les auteurs ne soient interpellés. Et puis il y a un autre dispositif qui est mis en place, c'est celui de la cantine ouverte pour les externes. Vous savez, les externes, c'est ceux qui rentrent manger chez eux et donc qui ont un temps de trajet. Là, l'école propose d'ouvrir cette cantine pour les externes et donc pour éviter ce temps de trajet parce qu'évidemment ce matin tout le monde était extrêmement inquiet. Ici on a pu rencontrer des parents qui ont amené leurs enfants jusque devant les grilles du collège et puis il y a ces collégiens pour qui sont également inquiets parce que rentrer de l'école à pied, ils en ont l'habitude. Parfois ils empruntent les chemins aussi en passant par exemple par le bois des Templiers. Je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis au micro du Godor Semaine. J'ai pris le bus et il y avait beaucoup de gens dans le bus, donc je me sentais rassuré. Ça allait. Bah ouais, ça va être bizarre, c'est vrai. Les profs, ils vont sûrement nous en parler pour ceux qui ont peur. Oui, ça m'a très touchée. On a déposé des fleurs d'ailleurs devant le collège. J'ai demandé est-ce qu'il y aura beaucoup de policiers, il y aura beaucoup de personnes qui vont nous encadrer. Est-ce que ça va bien se passer et tout? Parce qu'au début, j'étais pas très rassurée. J'avais pas énormément de crainte, mais il y a toujours ce sentiment de vigilance. Je regarde derrière moi, on sait jamais, de crainte on va dire. Je me suis dit la journée elle va être un peu bizarre, elle va pas être comme les autres, mais après je me suis dit il faut quand même que j'y aille de toute façon. Vous l'entendez, de l'inquiétude donc, mais aussi beaucoup d'émotions ce matin. Une cellule psychologique a été mise en place à l'intérieur du collège avec des infirmiers, des psychologues. Elle est ouverte à la fois pour les élèves évidemment, mais aussi pour le personnel enseignant. Merci beaucoup, Alizée. Je crois que des téléspectateurs vous ont envoyé des questions. Oui, des questions sur l'enquête et puis l'inquiétude aussi qui est partagée par tous les parents. Vous parliez de Francis Holm, du fait qu'un enfant, c'était facile à enlever. Comment est-ce qu'on les protège? Est-ce qu'il faut, comme cet adolescent, être vigilant, pas avoir peur de tout, mais vigilant? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, parents? Vous apportez un petit peu la réponse à la question partiellement. On ne peut pas vivre non plus dans la parano permanente, ça c'est clair. La psychose n'est pas bonne conseillère. Maintenant, oui, je crois qu'il faut sortir un petit peu aussi du côté bienveillant, un peu angélique de la société. Il y a dans la nature des phénomènes de foire, des personnalités qui sont des personnalités redoutables, qui ne sont pas dans la bienveillance du tout. Donc il faut aussi enseigner aux enfants que oui, il y a dans la rue des gens qui ne sont pas nécessairement, même, et parfois, surtout si ce sont des adultes, ne pas être dans la naïveté de l'enfant systématiquement. Alors c'est compliqué parce qu'il faut aussi un bon dosage entre ça et entre la mise en garde, apporter toutes les armes pour que les enfants ne soient pas victimes de ça, mais en même temps reconnaissent un méchant, mais voilà, ça va avoir peur de tout le monde. Exactement, vous employez un mot moi, que je trouve très important, c'est le mot méchanceté, qui est revenu, qui a été réactivé au moment de l'affaire Michel Fourniret. Parce que ça renvoyait cette image de prédateur complètement insensible à l'autre. Et il y a, effectivement, on le voit, des êtres qui n'ont pas de scrupules à tuer les plus fragiles. On parle des enfants, c'est comme si on parlait aussi des personnes âgées qui sont torturées et assassinées, par des types qui sont sans foi ni loi, qui n'ont aucune empathie vis-à-vis de la victime. Et là, on le voit bien, il y a eu un acte spontané, probablement. Enfin, je voudrais pas aller trop loin dans les hypothèses, parce que ça n'a aucun sens. Pour l'instant, on reste très prudent. Voilà, on n'a aucune piste. On peut pas ne pas imaginer que l'acte a été commis comme ça, de façon
immédiate. Je vois difficilement un acte prémédité, mais je ne suis pas grand clerc, je ne suis pas visionnaire. On est là véritablement dans la spéculation. Mais oui, il faut bien évidemment enseigner aux enfants que dans la vie, dans la société, il y a des individus. Ça renvoie aussi, vous savez, à toutes aux fables qu'on enseignait aux enfants, parce qu'on enseignait qu'il y avait des ogres dans la vie. C'est un peu ça, quoi. Ça nous renvoie à ça, à ces images d'Épinal, que tout n'est pas bienveillant autour de soi.